Eh bien voilà, ça va être le dernier plateau de cette journée, de cette première journée du 32e festival Étonnant Voyageur. Vous avez été très nombreux à nous accompagner toute la journée, ça nous a fait bien plaisir. Merci à vous. Vous découvrez, vous le savez, au Café littéraire, non pas des débats à thème, mais des livres. On rentre un peu dans les livres de chacun des auteurs, le dernier livre paru. Voilà, donc à côté de moi, Isabelle Autissier qui a regardé ce très beau portrait qui est dans notre catalogue cette année, un très très beau portrait d'Isabelle Autissier. Donc tu m'as dit qu'on présentait, parce que c'est ce que tu m'as dit. Oui, tu m'as dit continue. On présente et puis après on commence la discussion. Alors Isabelle Autissier, je vais rappeler, née à Paris, ingénieure agronome, navigatrice, écrivain, récits, essais, romans, productrice et chroniqueuse sur France Inter, c'est fini ça, hein, mais enfin ça a existé. Elle découvre la voile, où ça ? En Bretagne, évidemment, à l'âge de 6 ans. Elle effectue sa première traversée de l'Atlantique en solitaire. Elle est la première femme à réaliser un tour du monde en compétition et participe à des courses telles que le Vendée Globe en 96. Elle abandonne la compétition après un chavirage en 99. À peu près. Hein. Amoureuse de la mer, elle s'efforce de sensibiliser le grand public à la richesse de l'environnement marin. Elle est très, très engagée dans pour la protection de l'environnement. Et d'ailleurs, elle vient de nous gronder, et elle a raison. Voilà. Elle a dit que ça, c'était pas bien. Avec les affreuses bouteilles qui vont avec. Que c'était pas bien, et que des carafes d'eau avec des verres, c'est quand même mieux. Donc, absolument, on va essayer de s'améliorer. Ils sont d'accord. Voilà. Et puis Isabelle écrit depuis plusieurs années maintenant. On a eu la chance de la recevoir presque pour tous les livres. Hein. C'est sorti en 2006 le premier ? Ah, je ne sais plus. Enfin, il y a eu Kerguelen, le voyageur au pays de l'ombre, paru chez Grasset, prix des gens de mer, étonnant voyageur, prix du cercle de la mer. Il y a eu Salut au Grand Sud avec Éric Orsena. Il y a eu Seule la mer s'en souviendra, un roman chez Grasset, qui a reçu aussi des prix, prix Amerigo Vespucci et prix Livre et mer au Festival de Concarneau. Et puis, Passer par le Nord, la nouvelle route maritime avec Éric Orsena aux éditions Paulsen. Ça, c'est un peu plus vieux, c'était en 2014. L'Amant de Patagonie, c'était en 2012. Et puis, Pour oublier Clara, en 2019, qui a reçu le prix Femina. Et Soudain seul, roman paru en 2015, c'est Stock. Alors voilà, je vous l'ai tous dit dans le désordre, mais c'est pas grave. Hein. Ce qui compte, c'est de les avoir présentés. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un livre qui s'intitule Le naufrage de Venise et qui est paru aux éditions Stock. Toi, un peu. Moi, un peu. Alors, je vais commencer par Audrey Wilhelmy, qui est née à Cap-Rouge, au Canada. Vous avez vécu 17 ans dans le centre de Montréal et désormais, vous vivez dans un lieu très isolé, acheté avant la pandémie. Je sais tout. Une vieille maison pour le Québec, hein, parce qu'elle a 125 ans. 225 ans quand même. 200, ah pardon. Alors j'ai carrément enlevé un siècle. Bon, moins 225, donc c'est très vieux. Vous avez ouvert des jardins avec vergers, des ateliers d'artisanat, vous faites de l'artisanat. Et vous êtes publié, évidemment, au Québec et en France. Vous avez remporté plusieurs prix. Le prix SAD 2015 avec Les 100, qui est venu pour ce livre-là ici. Vous êtes finaliste à de nombreuses distinctions aussi. Un prix littéraire des collégiens, Grand Prix du livre de Montréal, prix des libraires du Québec, du gouverneur général, qui est un prix important au Canada, prix France-Québec. Et puis, on vous avait reçu aussi pour Le corps des bêtes, les deux sont sortis chez Grasset, hein, en France. Des romans qui prennent la forme ou l'atmosphère de contes. Et là, on vous reçoit pour Blanc Résine, toujours chez Grasset. Et on en parlera tout à l'heure, mais c'est un peu aussi une sorte de conte, on va dire ça, voilà. Pour aller vite. Alors, Esther Sarabul, qui est à côté d'Isabelle. Esther Sarabul est née d'un père guadeloupéen et d'une mère ayant grandi à la frontière franco-belge. Elle a travaillé pour des institutions culturelles. Son premier roman, Là où les chiens aboient par la queue, est paru chez Liana Levy en 2018. Vous vous rendez compte, ce titre, hein ?
C'est quand même quelque chose. Hein. C'était son premier roman, grand succès, couronné par plusieurs prix littéraires, dont le prix Stanislas du premier roman, le prix Eugène David du roman populiste et le prix Carbet de la Caraïde et du Tout le Monde. Vous êtes aussi, Esther Sarah, autrice pour la jeunesse. Hein, voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons parler Les étoiles les plus filantes, qui est votre dernier livre paru chez Liana Levy. C'est beau, hein, on a des beaux titres, on a de la chance. Hein. Oui. Bon. Ah oui. Mais oui, c'est vrai. Bon. Je suis d'accord. Claudio Morandini, vous êtes professeur de lettres et de latin à Host. Vous consacrez d'abord à l'écriture de comédies pour la radio et le théâtre. Oui. Vous m'arrêtez s'il y a des choses fausses, hein, parce que des fois les éditeurs ils m'arrêtent des trucs et puis après on n'est pas sûr. Après vous travaillez sur la nouvelle et puis plus tard le roman. Vous êtes passionné de musique. Vos œuvres mêlent les genres. Alors on dit roman gothique, policier, picaresque, conte. Il y a un petit peu de tout ça dans ce livre, les Oscillants. Il y a un premier roman qui s'appelle Le chien, la neige, un pied. Sorti en Italie et traduit en France aux éditions Anacarsis en 2017. Un autre qui s'appelait Les Pierres, qui pareil est sorti en Italie en 2019, toujours chez Anacarsis, qui est fidèle, qui vous suit. Et puis ce dernier qui est paru en 2019 chez Bompiani et qui est toujours chez Anacarsis en 2021. Ils sont traduits tous par Laura Brignon, qui est votre traductrice fidèle de l'Italie. C'est une excellente traductrice. En tout cas, ce sont d'excellents textes traduits. Merci. Voilà. On continue ? On continue avec Claudio ou continue. Non, allez, on y va, parce que sinon, si on se fait des politesses comme ça, mais non, commence, je t'en prie, vas-y. Esther Sarabul, on commence par vous, hein ? Les étoiles les plus filantes. Alors, ça, c'est un livre qui nous emmène au Brésil. C'est un livre paru en 2021 pour lequel on suit une équipe de tournage française qui va débarquer à Rio avec le rêve fou de tourner une version moderne et métissée du mythe d'Orphée. Estelle Sarabul imagine un tournage rocambolesque du film Orfeo Negro de Marcel Camus qui eut la Palme d'Or en 1959. Alors, vous nous donnez à voir et à entendre le Brésil de cette époque, celui des favelas, de la bossa nova, de la création de Brasilia et la société plurielle. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de revenir sur l'histoire de ce film ? Bonjour à tous. Ce qui m'a donné envie de revenir sur ce film, c'est d'abord le film en lui-même qui m'avait vraiment impressionnée. Moi, je l'ai vu bien longtemps après sa création, hein, peut-être 40 ans après, mais il a gardé une force très importante, d'abord parce que c'est le mythe d'Orphée et Eurydice qui en soi est une histoire d'amour tellement belle qu'on ne s'en lasse pas depuis plus de 2000 ans. Mais en plus, là, c'est transposé dans les favelas au XXe siècle sur 2 jours et 1 nuit de carnaval. Et dans ce film merveilleux de couleurs et de musique, le drame est là, hein, c'est exactement le mythe d'Orphée et Eurydice, mais c'est tourné avec des acteurs totalement inconnus, un casting entièrement d'acteurs noirs, par un réalisateur français, inconnu ou à peu près pour l'époque, qui est allé tourner ça, donc en 1958, à une époque où on tournait peu, en tout cas le cinéma français allait peu voir des terres extérieures. Donc tout ça m'a passionnée et j'ai décidé que ce film serait la matière première de ma propre fiction. Oui, parce que le réalisateur n'est pas le vrai réalisateur du film, bien sûr. Voilà, alors je me suis inspirée de beaucoup de choses qui se sont réellement passées, mais il y a aussi beaucoup de fiction. C'est pourquoi le réalisateur dans le roman ne s'appelle pas Marcel Camus, il s'appelle Aurel Marcan. Et voilà, autant il y a des grands noms, des grands personnages qui passent, comme Cocteau, comme le président du Brésil, etc. Bon, eux, je n'ai pas changé les noms parce que c'est des figures maintenant qui sont rentrées dans l'histoire. Mais pour les personnages moins connus du grand public, je voulais vraiment qu'on voit que je reste dans la fiction et donc ne pas prendre les véritables noms. Alors vous avez choisi quand même une actrice noire mais peu connue, qui est américaine, de père philippin,
je crois, mais elle est née aux États-Unis. Hein, oui, voilà, absolument, mais c'est vraiment ça. Dans le film, l'actrice qui joue Eurydice, qui s'appelle dans la réalité Marpessa Down, était américaine, mais de père d'origine philippine. Donc voilà, j'ai gardé ce mélange qui me paraissait intéressant dans ce qu'il disait des États-Unis de cette époque. Père philippin, ça correspond à un... vous le dites à un moment dans le livre, qu'aux États-Unis, les Philippins, ça égale les nègres. Ah oui, tout ce qui est coloré, non blanc, coloré. Voilà, absolument. Mais c'est bien parce que quand on regarde un peu les origines de chacun, on a tous en fait des origines très mélangées, mais ça dit beaucoup du pays. Oui. Et là, les Philippines, en fait, il y a une histoire. Hein, ça a été colonisé par les États-Unis. Il y a eu une guerre. Pendant un moment, ça a été américain. Donc c'est ça aussi l'explication de cette origine-là. Et voilà, donc chaque fois que je prends un des personnages et que je creuse un peu dans ce qu'il a été réellement, ça me permettait d'ouvrir plein de pistes sur l'histoire du monde, l'histoire contemporaine. Et donc là, en l'occurrence, les États-Unis, le Brésil et la France. Alors, pourquoi avoir ajouté ces deux personnages bizarres qui s'appellent Peter Garrett et Diane Mirror, qui sont deux agents de la CIA et qui s'intéressent à ce tournage? Parce qu'on est en 1958. Donc, on est en plein cœur de la guerre froide. Cuba va tomber aux mains de Fidel Castro un an plus tard. Il y a la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Il y a la décolonisation en France qui commence, avec toutes les colonies africaines qui vont gagner leur indépendance en 1960. Il y a la guerre d'Algérie. Donc, on est au cœur de cette histoire-là très, très riche et très complexe, qui, par certains côtés, rappelle un peu ce qu'on vit aujourd'hui dans des guerres, des incertitudes, une menace atomique aussi qui est là. Et donc, à cette époque-là, un peu comme aujourd'hui, la guerre passait aussi par d'autres moyens que les armes, et passait notamment par l'influence culturelle des pays. Et à ce petit jeu de qui influence qui et comment on pousse un peu l'image de son pays, la CIA était effectivement très forte et regardait un petit peu tout ce qui se passait. Ça devait être sans doute le cas au Canada aussi. Mais voilà, ils étaient présents sur tout le continent américain et ils surveillaient un peu tout ce qui était produit par leurs voisins, y compris un film tourné par un Français avec une actrice américaine, des acteurs brésiliens. Tout ça leur fait au moins lever un sourcil pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, l'un des deux est très, très raciste, hein, surtout lui. Hein. Oh c'est l'histoire de la CIA, ça. Hein, oh là là. Et alors, on découvre aussi, il y a André Malraux fait aussi partie de l'histoire dans le livre. Oui, parce qu'absolument, à ce moment-là, quand le film va gagner la Palme d'Or en 1959, il était ministre. C'est l'année où on crée le ministère de la Culture, donc c'est une année importante pour nous en France. Et il récupère aussi le portefeuille du cinéma à ce moment-là. Et donc, il est aussi dans toutes les tractations de Cannes, qui, en 1959, est un festival éminemment politique. C'est l'année où, par exemple, Hiroshima, mon amour d'Alain Resnais a été censuré parce que les Américains ne voulaient pas justement qu'on traite de la bombe atomique. L'année d'avant, c'est un film soviétique qui a gagné, Quand passent les cigognes. Les Japonais sont là, Malraux a à cœur de bien s'entendre aussi avec le Japon pour l'image française. Enfin, il y a beaucoup d'enjeux politiques derrière l'aspect artistique qui est là aussi. Hein. Mais donc, il était normal qu'il soit très impliqué dans cette histoire. Alors, vous inventez complètement le casting aussi, je pense. Quand il va falloir trouver les acteurs pour jouer dans ce film, et donc ils vont prendre des non-comédiens en fait. Oui, mais ça c'est vrai, hein, il a pris vraiment Marcel Camus et donc Aurel Marcand dans mon roman, prendre des acteurs quasiment dans la rue à Rio. Il fait passer une annonce, un footballeur dont il apprécie la plastique et il décide que ça va être son Orphée. Donc Eurydice, quand même, c'est une actrice, hein, elle n'est pas débutante. Il y a quelques actrices aussi qui viennent du théâtre. Et puis tout le reste, effectivement, c'est des gens qu'il a un peu castés sauvagement pour son film, ce qui n'était pas si fréquent que ça aussi à l'époque. Ah oui. Donc il a vraiment innové sur plein de plans. Et c'était une manière aussi de montrer le Brésil de cette époque, les favelas, etc. Alors pour lui, oui, puis pour moi, oui. Dans mon roman, j'avais envie de revenir sur ce Brésil qui vit un peu une parenthèse enchantée à ce moment-là, qui ne va pas durer, hein, puisqu'il y a la dictature qui va arriver en 64, cette dictature dont Bolsonaro est très nostalgique.
Mais entre 56 et 64, il y a vraiment une période de démocratie au Brésil, avec un président qui a été élu démocratiquement, qui veut faire avancer son pays. C'est pour ça que c'est le moment où il décide de créer Brasilia, cette capitale qui va sortir un peu du néant dans le désert brésilien. C'est le moment où il gagne la Coupe du monde de football aussi. C'est le moment où la bossa nova va être la musique qui va emporter les cœurs du monde entier. Donc le Brésil a vraiment le vent en poupe et est un peu vu comme un pays d'espoir. Ce qu'il a été à plusieurs périodes, on a beaucoup espéré dans le Brésil. Et puis finalement, malheureusement, ça ne se concrétise jamais. C'est un pays qui retombe régulièrement dans d'énormes difficultés. Mais à ce moment-là, en 1958, c'est le pays qui représente un certain espoir. L'Europe sort de la Seconde Guerre mondiale, c'est pas si loin que ça. Et donc, voilà, c'est un pays qui fait un peu rêver et qui semble, par rapport à son grand voisin américain, beaucoup plus métissé, beaucoup moins raciste, même si ce n'est qu'une image. Mais voilà, c'est un peu l'image qu'il veut se donner aussi. Un pays dont le réalisateur, votre réalisateur, Aurel Marcan, va devenir complètement accro. Il va devenir complètement accro à ce pays. Lui, il débarque là-bas pour tourner ce film et puis il tombe amoureux du pays, d'une des actrices, de cette culture. Et c'est lui, finalement, qui va faire découvrir au monde, notamment la musique, la bossa nova. La musique est très présente dans le livre, avec des noms connus de musiciens. Oui, qu'on connaît encore aujourd'hui, que ce soit Joao Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Luis Bonfa, Vinicius de Moraes, c'est des noms qui sont encore aujourd'hui connus. Et donc dans cette histoire de cinéma, finalement, cette musique qui a été connue grâce au film Orfeo Negro a été plus forte que le film, puisqu'aujourd'hui, peu de gens se rappellent le film, alors que cette musique, on l'entend encore partout et elle continue d'influencer les musiciens aujourd'hui. Alors, il y a des trouvailles assez amusantes. Je pense à un des musiciens qui s'installe dans les toilettes pour jouer, parce que c'est l'endroit où il trouve qu'il y a la meilleure acoustique, c'est ça? Exactement, voilà. Donc tous les autres, pendant ce temps-là, ils sont à frapper à la porte en lui disant de sortir, mais lui, non. Bah oui, c'est là qu'il entend le mieux ce qu'il fait, et voilà, il est entièrement habité par sa musique. Ah oui, les personnages sont très attachants. Je pense à Norma, par exemple, qui veut sortir de sa condition de pauvreté et qui, grâce au cinéma, va y parvenir, en fait. Oui, en tout cas, l'espace d'un film, effectivement, elle touche du doigt une autre vie, une autre possibilité. Et effectivement, elle rentre dans un rêve qu'elle n'avait même pas imaginé 6 mois avant. Alors après... Le destin fait que ça n'a pas été forcément pour toutes les actrices du film le début d'une vie meilleure, mais en tout cas, à ce moment-là, elle accède à autre chose, effectivement. En fait, le livre, le prologue, nous emmène à Cannes en 1959 et on est en train d'interviewer Gypsy. Et j'ai été frappée par l'intelligence de ce personnage qui, au départ, est arrivé au Brésil pour avoir ce premier rôle, après avoir épousé le réalisateur. C'est une histoire d'amour qui n'est pas une vraie histoire d'amour, mais on voit à quel point elle a évolué au fil du livre. Là, on la retrouve à Cannes à la fin, puisque c'est à la fin qu'il va recevoir. Mais elle évolue beaucoup, elle observe, elle est curieuse. C'est un personnage très intéressant, je trouve. Merci, c'est vrai que je voulais montrer leur évolution, effectivement, parce qu'au départ, ils ont tous un peu, le réalisateur comme ses actrices, comme les musiciens, cette ambition, cette envie de création artistique très forte. Et puis, au fur et à mesure du tournage et de tout ce que ça implique, ils vont aussi prendre conscience d'autres choses, justement, du contexte politique de l'époque, de comment la culture devient un enjeu important aussi à ce moment-là, dans des choses qui les dépassent finalement, dans l'histoire du monde qui se tisse à ce moment-là. Et donc, effectivement, elle en prend totalement conscience. Un très beau livre. Les Merci. étoiles les plus filantes, paru chez Liana Lévy. Je suis là, j'écoutais. Il est tellement pris. Je suis pris. Alors, je vais essayer de continuer à échanger d'univers avec Claudio Mordini. Allez.
Et les Océans, donc traduit de l'italien par Laura Brignon. Alors, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait dans vos romans ce mélange des genres, et d'emblée, avec les Océans, on est pris par une histoire où on se demande un petit peu où on est. Si on ne nous mène pas un petit peu en bateau, un peu comme finalement cette jeune femme qui arrive, une ethnomusicologue qui vient étudier les chants des bergers au fond d'une vallée, qui elle sait où elle met les pieds, mais quand elle était petite, elle venait déjà là avec ses parents, et elle avait affaire à des villageois qui n'étaient pas les plus sympathiques du monde, qui essayaient de faire fuir les rares touristes qui arrivaient dans ce petit village, mais au fond, qui transformaient très vite ça en farce. Ils se présentaient comme des bossus, des gens avec des problèmes physiques, et puis très rapidement, ils rigolaient, ils enlevaient les trucs, mais en attendant, les gens étaient très souvent déjà partis. Donc, on se dit, où est-ce qu'on est ? Est-ce qu'on joue de nous ? Et les personnages qui viennent dans ce village sont un peu comme le lecteur. On se demande un peu où vous nous emmenez, dans une histoire sérieuse, dans une sorte de farce, dans une sorte de conte. C'est exactement ça, le type d'oscillation que je voulais créer. Le titre, Les Océans, est une des dernières choses qu'on a décidé. On a vu que dans ces pages, il y avait ce sentiment, ce jeu entre, par exemple, la réalité et le rêve, ou le cauchemar, si vous voulez, entre la beauté et la laideur, entre le haut et le bas, entre le dessous et le dessus. Entre l'ombre et la lumière. Surtout l'ombre et la lumière. Et en effet, je suis parti par là, par ce petit détail dans des vallées de montagne, comme la vallée d'Aoste, dont je viens. Très souvent, il y a des villages qui passent l'hiver presque dans l'ombre la plus totale. C'est irrémédiable. Ce sont des mois d'ombre et de froid et d'humidité. Et de l'autre côté, il y a des villages qui passent l'hiver aussi au plein soleil. Oui. De manière insolente, oui, pour les gens du village d'en face. En été, les souffrances des uns deviennent les souffrances des autres, parce que ceux qui se trouvent au soleil se trouvent dans une situation d'extrême sécheresse, et voilà. Et je suis parti par ce petit détail, et j'ai travaillé en exagérant un peu, si vous voulez, oui, avec l'intention de rendre un peu plus hyperbolique l'ombre, la ténèbre d'un côté, et un peu plus ensoleillé, voilà, l'atmosphère de l'autre côté. Et dans cet endroit si contrasté, j'ai imaginé l'arrivée d'un personnage, d'un étranger, ou même d'une étrangère, qui arrive avec l'intention de tout expliquer, tout comprendre, tout transcrire. Et c'est la protagoniste, c'est aussi la voix qui raconte, cette jeune ethnomusicologue qui vient de la ville et qui a un fort sentiment disons positiviste, scientifique. Elle est dominée au commencement par l'optimisme de tout cataloguer, de tout transcrire. Elle est là pour étudier des chants mystérieux. Elle a entendu quand elle était enfant. Oui, oui, oui. Et qui était, dont l'origine n'était pas claire. Voilà.
je suis parti par là. Et je crois que le roman est le lieu le meilleur pour expérimenter, pour introduire des éléments différents, pour osciller entre un ton et un autre, un registre et un autre. Le roman est capable de dire quelque chose et son contraire en même temps, dans la même phrase, dans le même livre en tout cas. Oui, je crois que oui, j'espère que oui. En effet, je ne me pose pas tout à fait la question. Quelqu'un a voulu lire dans les océans des allégories, des métaphores d'une condition humaine ou des clins d'œil à la situation actuelle. Mais en effet, je ne me suis jamais posé le problème. Je suis un écrivain d'allégorie involontaire, disons comme ça. Ce n'est pas mon boulot d'imaginer, de construire, d'organiser des allégories. C'est plutôt le boulot du lecteur. Ça pourrait se dérouler à peu près à n'importe quelle période. On y arrive en voiture, mais c'est presque un hasard. On pourrait y arriver. D'ailleurs, on n'est même pas sûr d'arriver dans un vrai pays. Quand elle arrive avec son compagnon qui est chauffeur, qui l'amène là, il lui dit tout le temps mais non, mais on s'est trompé de route, c'est pas possible, c'est pas là, ça amène nulle part ça. Oui, tout est flou, tout est improbable. Crotarda et Hautelor, les noms des deux villages n'existent pas. J'ai bien cherché. Hein. Oui, pour être sûr, pour vexer sinon, personne. J'aurais substitué les noms. Je voulais vraiment que ce petit voyage avec lequel commence le roman sonnait comme... oui, peut-être. Comme un voyage dans une autre dimension. Comme le passage du réel au rêve. Oui. Ou une autre dimension. Oui, peut-être. Dans un autre monde dans lequel il y a d'autres espaces. Une autre idée de l'espace, des dimensions, où tout se mélange. Voilà. Alors, elle essaye de faire un travail sérieux quand même. Hein. C'est-à-dire qu'elle se dit, c'est des champs de verger, je vais pouvoir les reconstruire. Elle les entend la nuit avec comment on dit ça, sa co-locataire, parce qu'il y a une autre personne qui loge là, elle loge chez l'hôtel n'existe pas, il est fermé, donc elle est logée chez une habitante qui met une chambre à sa disposition, mais cette chambre est mitoyenne avec la chambre d'une jeune femme qui s'appelle Bernadetta, qui vit là sans fermer la porte, qui est un peu spéciale aussi, mais elles entendent quand même toutes les deux la nuit. Au bout de quelques nuits, les chants. Et elle commence à les noter en se disant « je vais y arriver ». Et puis finalement, elle n'y arrive pas. Et elle va quand même s'interroger, essayer de rencontrer ces gens, on va l'amener, on va lui donner des fausses pistes, enfin, tout le monde se moque un petit peu d'elle. Et au fond, elle commence à douter de sa propre mémoire et puis de sa propre finalement, perception des choses. Oui, elle plonge peu à peu dans ce gigantesque doute. Peut-être elle se trouve dans une blague, dans un théâtre, dans une farce. Comme pour elle, finalement, oui. Qu'on joue à son intention. Oui, seulement pour elle, oui. Seulement pour elle. Et en même temps, elle est peut-être, sa perception des choses est peut-être altérée par tous ces champignons, tous ces herbes qui constituent les repas qui lui font manger. Oui. Il faut manger beaucoup de champignons, c'est vrai que c'est suspect. Oui. Et alors, son délire a peut-être cette explication, peut-être, mais on ne sait pas. Je me suis arrêté sur le bord de l'abîme, ça c'est plutôt mélodramatique, d'accord. Je me suis arrêté là, j'ai donné un coup d'œil avec ma protagoniste, je ne me suis pas jeté là-dedans pour
trouver une explication. Mais vous laissez les lecteurs et les lectrices au bord de l'abîme. Hein. Vous allez nous pousser dedans ou vous allez nous en sortir? Non, je ne suis pas si cruel. Je respecte mes lecteurs, je les invite jusque-là. Et puis, vous savez, je souffre de vertige. C'est plutôt drôle pour quelqu'un qui fréquente la montagne, mais je souffre terriblement de vertige. Et ce sentiment-là, je l'ai transmis à mon personnage. Oui. Et si les lecteurs ont plus de courage que moi, tant mieux. En tout cas, vous êtes un drôle de coquin. Parce qu'avant que nous rentrions sur ce plateau, vous avez dit « Oh là là, mon français est hésitant, etc. Donc il faut que je prévoie quelqu'un. » Vous êtes un coquin. Vous avez un français absolument extraordinaire. Mais c'est bizarre, mon français. C'est comique. Je vous remercie tous parce que vous patientez, voilà. Non, c'est vraiment très, très... Vous avez une très belle façon. C'est un très beau livre qui est prenant parce que c'est quand même un peu mené comme une enquête, mais évidemment, on est très vite désarçonné, mais on a envie de continuer quand même, quoi. Voilà, si vous pouvez résumer. Alors, on va aller à Venise maintenant ? Si tu veux, oui, on va aller à Venise. C'est pas mal. Avec Isabelle Autissier. On va aller dans un Venise... Enfin, dans une Venise, je ne sais pas trop comment le dire d'ailleurs, qui n'est pas du tout celle que l'on connaît à l'heure actuelle, puisqu'il y a eu une grosse catastrophe. Oui, bah oui, ça commence par imaginer ce que va être la réalité. On peut dire ça comme ça, imaginer ce que va être la réalité. C'est-à-dire que un futur incertain, on disait. Voilà, enfin un futur relativement certain. Tout le monde a entendu parler de Venise qui sombre, Venise qui a des problèmes, etc., qui se fragilise. Ceux qui y sont allés, vous avez tous vu, il y a un peu des échafaudages dans tous les coins, il y a un peu des barrières en bois, des barrières en métal. Enfin bon, voilà, on sent que... Voilà. Mais au fond, tout le monde se dit, oh là là, plus tard peut-être, quoi. Hein, après tout, Venise a 10 siècles, elle en passera bien 11 ou 12. Et donc, voilà, moi d'entrée de jeu, on se promène dans Venise détruite. Voilà. Parce que c'est plus qu'un risque, c'est une possibilité avec une grande probabilité de réalisation. Donc je crois que comme moi j'avais un peu envie de travailler sur la question du déni, évidemment Venise c'est un extraordinaire exemple de la question du déni. Alors, on va rencontrer le personnage Guido au début, qui est un entrepreneur, conseiller aux affaires économiques de la ville et qui, lui, a vraiment défendu l'idée qu'il fallait encore que Venise soit visitée autant qu'avant, que les grands paquebots, etc. Et donc, vous nous présentez cette famille qui est un peu déchiré. Alors, il y a Guido, donc l'entrepreneur, qui lui, finalement, au départ, ne semble pas trop se poser de questions par rapport à l'avenir de Venise avant cette catastrophe. Mais il y a sa femme. Maria Alba. En fait, et leur fille Léa, en fait, ils représentent en quelque sorte 3 tendances qu'on a tous au sein de la société et je pense au sein de nous-mêmes entre cette façon de continuer comme avant, hein, c'est Guido, c'est les États qui disent il faut augmenter le PIB, c'est les sociétés qui disent il faut plus de chiffre d'affaires, c'est tout le monde qui se dit il faut donc c'est une façon de continuer sur ce modèle en pensant que c'est ça qui va faire le bonheur de l'humanité, parce que c'est pas un immonde salaud, Guido, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a réussi par le business, et donc lui il se dit, mais plus de touristes, c'est plus d'emplois, ça fait des gens qui ont du boulot, qui vont, enfin voilà. Donc voilà, sa femme Maria Alba, au fond, elle est descendante des grandes familles. Voilà, c'est ça, désargentée quand même. Voilà, désargentée, oui, puisque quand on regarde un peu l'histoire de Venise,
Venise, il y a eu dans ces grandes familles vénitiennes, d'abord on achetait des charges et puis on participait éventuellement à l'effort de guerre. Et donc il y a des grandes familles qui s'en sont bien tirées, qui ont réussi à continuer à accumuler, puis d'autres pour qui ça a quand même signé en partie la ruine, même si on garde le nom. Et elle vit au fond dans ce Venise fantasmé, qui est le Venise d'avant, le Venise du XVIIIe, voire du XVIe. Donc elle est encore dans l'idée de cette Venise puissante, indestructible, quelque part. Et puis il y a Léa qui a 17 ans, leur fille. Voilà, leur fille, qui est bien la représentante d'une jeunesse qu'on voit, je pense, autour de nous en partie, qui prend conscience des choses, qui est à la fois très angoissée, très révoltée, donc qui va essayer de se mobiliser, de faire quelque chose, et puis ça marche pas, et puis c'est compliqué, qui va petit à petit se radicaliser. Et tout ça va se traduire effectivement au sein de cette famille qui a priori est une famille où on s'aime, hein. Il n'y a pas a priori il n'y a pas d'antagonisme, mais du coup la fracture sur la vision qu'on a de Venise et donc la vision qu'on a de l'avenir et de quel avenir il faut construire va en retour bien sûr déchirer cette famille. Alors parlez-nous un peu de ce fameux barrage qui s'appelle le Mose. Oui, Mose, alors c'est un acronyme italien et ça a à voir avec Moïse, Moïse sauvé des eaux. Donc le Mose est un barrage qui est supposé sauver Venise des eaux, qui est un très vieux projet qui a commencé il y a une trentaine d'années. Il a vraiment existé ? Ah ben il existe, il fonctionne. Il existe. Il est en activité depuis 2 ans à peu près. Ça a été une histoire à rallonge. Il y a eu plus de 17 années de construction, donc on imagine. Il y a eu, ça a coûté 6 milliards d'euros, dont 1 milliard est disparu mystérieusement dans la poche d'un certain nombre de gens, ce qui a quand même valu de passer en procès au maire de Venise et au président de la région de Vénétie. Donc en fait, une histoire de monumentale d'escroquerie. Et au final, donc ça consiste, pour ceux qui sont pas allés à Venise, vous avez cette ville dans la lagune et puis vous avez 3 grandes passes qui ouvrent sur l'Adriatique et qui sont essentielles à la vie de la lagune, puisque à la fois l'échange des eaux douces et des eaux de mer, l'échange des sédiments et l'échange de la vie, c'est ça qui rend la lagune vivante. Et donc cette idée de fermer avec des portes, de manière à ce que au moment où la mer risque de monter trop, ce qu'ils appellent des aqua alta à Venise, c'est-à-dire quand il y a des tempêtes, en gros, le niveau d'eau monte et la ville est envahie. Donc on dit on va mettre des portes et on va arrêter l'eau, qui est une vision totalement technocratique quand même. C'est-à-dire que abracadabra, je vous fais la solution miracle. Et on oublie évidemment au passage que ces lidos, ces passages entre la mer et la lagune sont indispensables à sa vie. Et qu'au train où vont les choses, on risque d'être en situation de fermer ses portes dans 1 jour sur 2, voire 2 jours sur 3, auquel cas la communication entre la lagune et la mer est coupée, auquel cas la lagune meurt, elle est classée au patrimoine de l'humanité comme la ville. Enfin voilà, quand on gratte un petit peu derrière ce projet qui paraît être... en fait, pour moi, c'est aussi une métaphore de notre réaction vis-à-vis des problèmes environnementaux qu'on connaît aujourd'hui, que ce soit le dérèglement culturel, le dérèglement climatique, ou c'est joli, ça c'est pas mal, le dérèglement culturel. Ça marche aussi. Ou les questions de biodiversité. On a des gens qui vous proposent des solutions que technocratiques. Et qui vous disent, voilà, par exemple, on va aller pomper le carbone dans l'atmosphère. Alors, on ne sait pas très bien comment et on ne sait pas très bien si le remède sera pire que le mal. Ou alors, on va refaire les espèces parce qu'on va recréer leur ADN et on va refaire des mammouths. Bon, on ne sait pas là aussi si ça va... Voilà. Donc, le Mose est vraiment la bonne métaphore pour ce type d'attitude. C'est pas un hasard aussi si Léa, la fille, donc, fait des études d'architecture. Oui, forcément. D'abord, quand on va à Venise, on peut que tomber évidemment amoureux de l'architecture, mais en plus, l'architecture, elle dit tout de ce rapport des humains avec ce territoire spécifique et de tout le moment entre la construction de Venise et jusqu'on va dire à l'orée du XXe siècle, où on faisait avec la nature.
Et donc, on avait construit cette ville donc sur des pieux. Il faut imaginer, il y a des millions de pieux enfoncés dans la vase qui permettent de soutenir des plateformes sur lesquelles on va bâtir les palais et la ville de Venise. Et on attachait beaucoup d'importance à une régulation des eaux et des sédiments, mais pas trop forte. Il fallait pas trop être invasif. Enfin, voilà, il y avait tout un rapport avec cet environnement qu'on a complètement rompu le jour où on a décidé qu'on allait développer de manière industrielle l'arrière de Venise, c'est-à-dire ce qui est à terre derrière Venise, la ville de Mestre et le port de Marghera, et où là, on va creuser des grands canaux très profonds dans la lagune pour amener des grands navires, pour amener des pétroliers. On va bâtir une industrie chimique pour laquelle on va pomper l'eau douce sous Venise, qui va faire que en 20 ans, Venise va s'enfoncer de 40 cm. Voilà, il y a ce moment où on rompt ce lien, et le moment où on rompt ce lien, c'est le moment où on commence à mettre la ville en danger. Alors choisir comme ça pour dénoncer des choses, de passer par le roman. Oui, là aussi, pour moi, ça a un peu à voir avec le déni. Je ne sais plus comment dire les choses, quoi. Et je ne suis pas la seule. On a tous, alors vous n'avez peut-être pas lu les 5000 pages du rapport du GIEC, mais enfin, vous en avez tous entendu parler. Voilà, on a tous les chiffres, on a toutes les courbes, on a toutes les variations possibles. On sait exactement ce qui va se passer en 2030, en 2040, en 2050, en 2100. Tout est écrit, que la mer, elle va être ici. Enfin bon, voilà, tout est écrit. Et on sait qu'ils ne se trompent pas, parce que ces gens-là, ça fait 30 ans qu'ils travaillent, et ce qu'ils ont dit se réalise. Donc, voilà, je ne sais plus comment dire les choses, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, les dire avec le roman, c'est aussi essayer de faire en sorte que ça devienne charnel pour chacun d'entre nous, et qu'on se les approprie vraiment. Qu'est-ce que ça va changer dans nos vies ? Eh bien oui, ça va changer que cette ville où cette famille habitait va être détruite physiquement. L'immeuble va s'écrouler. Voilà, la mère va disparaître. Enfin, la mère de famille, j'entends. Voilà, Maria Alba. Oui, oui. Et voilà, c'est une façon d'essayer de dire les choses pour que peut-être chacun se dise, ben voilà, moi, alors je mets 1,50 m de plus sur le niveau de la mer. Bon, ma maison, mon boulot, mes gamins, mais enfin voilà, essayer de le rendre plus perceptible. C'est très réussi, hein. Merci. Ça donne des frissons. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant, il faut que ça bouge, quoi. Hein. Bah oui. On a beaucoup de romans cette année qui vraiment, chaque auteur, chaque autrice à sa manière aborde des questions comme ça et nous mettent finalement sous le nez des choses qu'on entend. Peut-être pour avoir... le roman permet l'empathie aussi. Peut-être que c'est ça que ça change. Puis je par pense rapport que au rapport du GIEC. Le roman traduit aussi les angoisses du siècle et les problèmes du siècle, évidemment. Aujourd'hui, on le sait bien que la question environnementale, c'est la question majeure du XXIe siècle. Donc, voilà. Donc, je pense qu'évidemment, les écrivains ont bien sûr cette fibre-là, enfin, en tout cas, de questionnement. On va repartir dans la fable avec Audrey Villelmy. Je suis ravi de retrouver sur ce café littéraire parce que j'attends ces livres avec impatience. Donc voilà, un nouveau qui est Blanc Résine, qui commence avec une scène incroyable de naissance collective. C'est-à-dire que voilà, il y a Da qui naît et elle a 24 mères. Bon. Imaginez-vous la scène, c'est pas évident, mais Audrey nous raconte ça et décrit cette scène de manière incroyable. En fait, Da grandit dans un couvent, ça on le comprend après cette scène d'ouverture, élevé par 24 sœurs qui l'ont accueilli comme étant leur fille en quelque sorte. Elle a effectivement 24 mères. Ce couvent est au cœur de la forêt boréale. Et puis, il y a aussi l'histoire de Laure, comment on dit Laure, un jeune garçon un peu plus âgé qu'elle, qui est né albinos, qui est fils d'un ouvrier, qui travaille dans une mine qui est à quelques kilomètres du couvent, et qui plus tard deviendra le médecin de cette mine.
Et c'est leur parcours en alternance qui est décrit avec quand même un attachement très fort à Ada, parce que c'est une personne, une femme incroyable. Cette naissance déjà est incroyable, mais après elle sera toujours regardée par les autres comme étant un peu mystérieuse. Cela dit, Laure aussi, puisqu'il est albinos, je ne l'ai pas précisé, et que lui, d'emblée, il est aussi finalement mis un peu à part. Alors, je voudrais commencer, Audrey, par ça, parce que finalement, là, j'ai l'impression que c'est le parcours d'individus, toujours avec votre manière qui est presque de l'ordre de l'imaginaire absolu. Là, on n'a pas de doute, hein, on n'est pas dans l'oscillation. Il y a quelque chose d'emblée qui est imaginaire. Et en même temps, on voit que c'est un attachement à des êtres qui sont des marginaux, et un attachement particulièrement pour ce roman aussi à ce qui arrive aux femmes et ce qui arrive à Ada. Et je me demandais, là on n'est pas dans la dénonciation immédiate, mais quand même, je me demandais si c'était une préoccupation pour vous de dire certaines choses à votre manière, qui sont évidemment marquantes aussi aujourd'hui. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on a besoin de nouveaux mythes, de nouvelles façons de penser le monde, puis de plus de figures de femmes qui sont très puissantes, mais qui sont pas puissantes dans la colère, qui sont pas puissantes dans une posture de victime qui devient puissante. Ce sont des femmes puissantes, tout court. La figure de Daa, elle est dans cette espèce de souveraineté, dans cette totalité d'elle-même qui rappelle, puis qui fait écho à la nature aussi. Donc, la nature est extrêmement... est souveraine, Daa est souveraine, et les deux sont aussi souveraines ensemble. Donc, oui, pour la question environnementale, il y a des enjeux, mais il y a surtout le besoin d'en parler autrement, d'arrêter... Bien, la dénonciation est excessivement importante et l'information, mais moi, je n'ai pas envie d'être dans une posture de dénonciation, de quelques formes de dénonciation. Elles sont toutes utiles et je les apprécie toutes, ces formes de dénonciation-là, mais moi, ce que je veux bâtir, c'est le après cette dénonciation. Comment on fait pour s'inscrire pleinement solide, que la nature soit pleinement souveraine, mais en cohabitation réelle avec l'humain? Comment la femme s'inscrit pour être pleinement souveraine, mais en cohabitation réelle avec l'homme? C'est vraiment ça qui est au cœur du projet et de mes projets, en fait. Oui, parce que c'est ce qui se passe déjà, c'est vrai, dans les autres, mais là, je trouve que c'est plus marqué, plus affirmé. Et c'est en particulier affirmé aussi par des dialogues avec d'autres êtres vivants. Daa, à un moment, c'est même pas qu'elle dialogue, c'est qu'elle devient en quelque sorte la relation, la communication avec des êtres végétaux, animaux. Elle devient la forêt, elle devient d'autres animaux. Et le dialogue qu'elle installe finalement avec Laure est presque du même ordre aussi. C'est une relation qui se construit avec une immédiateté en quelque sorte de son côté. En tout cas, elle établit de suite le lien. C'est une forme d'empathie extrême, je dirais, donc une capacité à se projeter dans toute chose qui devient un peu un mode de vie, un mode relationnel, autant avec l'environnement qu'avec le partenaire. Puis il y a quelque chose de ce rapport-là qui n'est pas réfléchi, c'est extrêmement incarné, c'est par le corps que ça se passe, par les sens. Donc, ça devient... Daa, c'est un personnage qui est entier, mais d'une façon hors de contrôle. C'est une sorte de totalité. Des fois, ça l'envahit complètement. Donc, elle se met à entendre les bruits de la nature, le bruit des fourmis qui font leur nid, comme la sève dans l'arbre. Puis tout à coup, tout arrive au même niveau dans sa pensée. Donc, elle n'est jamais... elle a une grande difficulté à graduer la priorité des pensées, des discours, des choses qu'elle entend. Puis, parallèlement, Laure est à l'opposé. C'est quelqu'un de cérébral, c'est quelqu'un qui est très socialisé. Oui, il est socialisé, puis il essaie de comprendre les choses. Il va devenir médecin, malgré les difficultés. D'ailleurs, ce sera un médecin presque de seconde zone, parce que bon, il vient quand même, il est pauvre, il vient de ce village. Mais il faut bien des gens qui soignent les gens dans la mine, mais bon, il n'a pas besoin d'être très compétent, bien qu'il y ait beaucoup à faire. Mais lui, effectivement, il essaye de comprendre le monde, et même de le guérir, en quelque sorte. Alors qu'elle, non, pas du tout. Mais c'est la perspective
c'est vraiment intéressant. En fait, j'avais jamais pensé à la question de la guérison, mais effectivement, c'est ça. C'est que Laure est paralysée par l'ampleur de la guérison qui est nécessaire. Puis ça me fait vraiment penser à la question de l'environnement aussi. Alors que Daa habite avec le monde tel qu'il est. Puis elle l'accepte tel quel, sans tenter de le contrôler, puis en se disant, bien, moi, j'ai les outils pour m'y adapter. Puis, il y a l'espèce de justice de la nature aussi qui est très violente, qui est au cœur de l'histoire, qui est... la nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas le mal, il y a ce qui se passe et c'est tout, il y a les faits. Et Daa, elle est devant les choses de cette façon-là aussi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas une bonne façon d'être, il y a juste ce qui est là, le présent immédiat. Ouais. Et du coup, elle ne se demande pas si elle est à sa place, parce qu'elle est toujours à sa place, elle est toujours au milieu des choses, alors que Laure ne cesse de se demander où est sa place. Quand il est parti à la ville pour faire des études pendant 3 ans et qu'il revient à la mine, il ne fait plus partie de la mine, mais il ne fait pas partie de la ville non plus. Donc il se sent mal tout le temps, il n'est jamais à sa place. Mais c'est vraiment la question des deux façons de vivre la marginalité. Donc, Laure étant albinos, c'est très visible. Daa a des particularités physiques qui la rendent très visible aussi. Elle a une peau qui est très tachée, qui est pas habituelle non plus. Puis, les deux vivent avec la marginalité d'une façon complètement différente. Laure veut pour ses enfants, entre autres choses, puisqu'ils vont finir par avoir des enfants, puis que c'est un peu un des enjeux du roman. Laure veut pour ses enfants qu'ils se fondent encore mieux au monde parce qu'il veut un avenir encore plus apaisé pour eux que l'avenir que voulait son père pour lui. Alors que Daa veut que leurs enfants vivent le réel, le présent, qui s'enracine dans l'immédiateté. Et éventuellement, ça entre en contradiction, ces deux façons de vivre la marginalité. Puis, ce que je voulais surtout, c'est de faire en sorte que il n'y en a pas une bonne et une mauvaise. C'est le parcours de ces deux êtres-là qui les amène exactement au point où ils en sont comme parents. C'est leur histoire. Donc, ce qui m'intéressait, c'est comment on devient, d'une certaine façon, qui on est, puis comment, dans le fond, il n'y a pas des gens qui ont raison et des gens qui ont tort. Il y a toutes sortes d'expériences de la vie. Alors, l'enfant qui naît, c'est Noé. Oui, une des 3 enfants qui naît, la cadette, c'est le personnage de Noé, qui est dans Le corps des bêtes aussi, et dans d'autres livres publiés à la maison, mais qui vont finir par arriver ici. Publiés à la maison, c'est pas mal, ça. Oui, donc il y a aussi un lien avec les autres livres, c'est ça que je voulais dire. Il y a aussi il y a des liens secrets entre Daa et la nature qui se font, il y a des liens entre eux, il y a des liens avec leurs enfants, leurs 3 enfants, mais Noé en particulier, qui fera un lien aussi avec les autres livres. Tout est lié, en quelque sorte, dans votre manière de voir les choses. Mais dans le monde, tout est lié. Il y a toujours des échos, il y a toujours des ponts, il y a toujours des chemins qu'on ne voit pas, puis qui tout à coup surgissent. Donc, c'est un monde à côté du monde, mais c'est un monde quand même. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous faites dans votre maison, où vous êtes lié au monde et à des travaux d'artisanat manuel? Mais en fait, je me rends compte, puis la pandémie a beaucoup ralenti les déplacements pour la littérature, donc m'a amené à plus m'arrêter à l'art qui occupait déjà une place dans ma vie. Puis j'ai construit des presses artisanales à la maison. Donc maintenant, je peux imprimer des textes. Je fais beaucoup de gravures. J'ai des magnifiques presses. Une presse qui est très vieille et qui me permet de faire le texte. Une presse un peu plus récente qui me permet de graver des affiches de 3 pieds de large par 6 pieds de long, si je veux. Donc, je peux faire vraiment des projets formidables. J'ai des jardins. Donc, je me suis bien installée pour avoir une vie où, justement, il y a plein de liens entre les pratiques artistiques et qui nourrit beaucoup la pratique littéraire également. Un écosystème? Oui, exactement. Je commence à avoir un écosystème complet autour de moi. En tout cas, là aussi, on rentre d'abord dans le texte par une écriture et par une manière de voir. On est aussi pris par, un peu comme avec Claudio, d'une manière, Claudio qui nous fait osciller. Là, on est toujours dans un univers un peu onirique, mais en même temps, évidemment, ça nous ramène à des choses très, très concrètes de ces histoires de marginalité dont vous avez parlé. Enfin, voilà, je conseille Blanc Résine fortement. Merci beaucoup. Moi, je conseille le livre d'Esther
d'Estelle Sarabul, Les étoiles les plus filantes, paru chez Liana Lévy. Je conseille le livre d'Isabelle Autissier, Le naufrage de Venise, paru aux éditions Stock. Je conseille aussi Les Océans, évidemment, impossible de faire autrement, de Claudio Morandini, traduit par Laura Brignon chez Anacarsis. Voilà, nous allons fermer notre café littéraire pour cette première journée. Merci à tous les 4, 5 d'avoir été avec nous.